Ok, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci aux organisateurs, organisatrices de Volcan, parce que si on est là, c'est grâce à eux. C'est aussi beaucoup de boulot, beaucoup de stress, donc merci à eux. Je vais vous parler donc des meilleures excuses pour ne pas adopter Quarkus, ce qui évidemment, vous l'aurez compris, est une astuce, puisque j'ai plutôt envie de vous inciter à essayer Quarkus, ou si vous avez fait du Quarkus en version 1, réessayer Quarkus, voir ce que ça donne, parce que ça a évidemment beaucoup changé par rapport à l'époque. Mais avant de vous montrer du Quarkus et pourquoi Quarkus et tout ça, je pense que c'est bien de se projeter en arrière. Imaginez en 2002, vous êtes dans une époque un peu différente. Le Kangourou, c'est un processus Java. C'est votre serveur d'application à l'époque, c'est des choses comme ça. Si vous êtes en 2002, c'est l'époque où... Pourquoi j'ai pris 2002? Parce que c'est l'époque où Spring apparaît. Donc Spring est quand même un vieux framework qui date d'une époque qui est un petit peu différente, où on avait beaucoup de ressources à l'époque. C'est-à-dire que votre kangourou, lui, il vit sa meilleure vie, il a beaucoup d'espace. C'est exactement ce que fait une JVM en fait. La JVM qu'on connaît hotspot, elle est taillée pour être extrêmement efficiente par rapport à ce qu'on lui donne. Donc si vous lui dites tu as 4 Go de RAM, elle prend 4 Go de RAM, elle va en faire un très bon usage, mais elle prend 4 Go de RAM complètement. Pour faire du JIT, pour donc la compilation à la volée, pour gérer la mémoire efficacement, etc. Maintenant, si on arrive en 2019, pour le kangourou, c'est la fin de l'abondance, si je peux prendre cette expression, parce que la façon de déployer les applications a un petit peu changé dans beaucoup de cas, notamment avec les environnements en base de conteneurs, ou des choses comme le serverless, où il faut être capable de démarrer très vite et s'arrêter très vite, parce que le temps de démarrage, ou pour terminer finalement le traitement des requêtes, c'est du temps qu'on paye. Donc ça a complètement changé l'environnement. Vous avez plus 32 cœurs de CPU si vous aviez besoin, et puis beaucoup de gigas de RAM. Là maintenant vous avez des virtual CPU, donc des morceaux de CPU partagés avec d'autres voisins à côté de vous. On vous réduit la mémoire de manière assez contrainte. Et donc avec beaucoup moins de ressources, la JVM qu'on connaît, elle est un petit peu moins à l'aise. Donc c'est pour ça que nous, on a créé Quarkus, pour avoir un framework qui amène Java dans ces environnements où les ressources sont, j'allais dire moins abondantes, mais surtout sont contraintes. Ce qui n'était pas le cas finalement de la grande époque des serveurs d'application. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux aspects intéressants de Quarkus. L'expérience développeur, parce qu'on a des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'avant de mettre en production un service, il faut d'abord le développer. Et développer un service, c'est mieux si vous avez une expérience de développement, des boucles de développement qui vous donnent beaucoup de flexibilité, beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et puis le deuxième volet, à la fin, je vous présenterai le côté efficace en ressources de Quarkus, et je vous parlerai, je suis désolé, de Spring. J'aurai quelques chiffres à vous montrer. Alors, puisqu'il faut des excuses, la première excuse qu'on pourrait opposer à pourquoi ne pas prendre Quarkus, c'est de dire que c'est un projet de Red Hat ou aujourd'hui d'IBM, parce que si vous n'étiez pas au courant, le middleware Java a été transféré chez IBM, où on a plein de perspectives très intéressantes. Alors, pourquoi c'est une mauvaise excuse? D'abord, tout le code de Quarkus a été donné à une fondation qui s'appelle Common House, et on est en train d'ouvrir complètement à la gouvernance. Donc le but du jeu, c'est que si vous, dans vos entreprises, vous faites du Quarkus, vous contribuez à Quarkus, on veut que vous ayez droit au chapitre de la même façon que nous, et que vous participiez à la gouvernance, de manière à ce que votre investissement soit complètement pérenne pour le futur. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans Quarkus, depuis très longtemps, si vous prenez un mois, la moitié des commits, au moins, sont faits par des gens qui ne sont pas employés de Red Hat ou maintenant IBM. Donc c'est un vrai projet open source. Si vous décidez de faire du support, de vendre du support de Quarkus ou de fonder des choses sur Quarkus, on ne vous enverra pas nos avocats. Je dis ça comme ça. Autre excuse. Donc Quarkus, on l'a taillé pour des environnements contraints. Et dans notre marketing, alors c'est un peu de notre faute, on a visé des choses comme ça, Kubernetes, la compilation native, on a été le premier framework à faire de la compilation native en Java de manière cohérente et bien faite. On fait du serverless, du reactive, enfin bref, plein de mots comme ça qui peuvent effrayer les gens, parce que les gens disent,
moi, j'ai pas besoin de ça en fait. Donc, je vais vous montrer qu'en fait, Quarkus est aussi adapté à des choses qui sont beaucoup plus basiques, comme du CRUD. Donc, d'habitude, je vous parle de réactif, de choses un peu marrantes. Là, on va faire de l'impératif avec du JDBC. On va faire un service avec une API, avec des produits et des ratings, c'est des notes sur des produits. Quelque chose de vraiment très très simple, sans complexité, pour vous montrer l'expérience de développement. Alors, je vais commencer parce que vous connaissez peut-être pas Quarkus. Avant de vous montrer ce service complètement implémenté, je vais vous le montrer déjà quelle est l'expérience dans Quarkus. Donc, imaginez, je veux faire une API HTTP avec un objet comme ça, hello, avec nom, message et un timestamp que je veux convertir en JSON quand je vais sur hello. Ici, quelque chose de vraiment très simple. Donc, comment je fais pour exécuter? Je vais ici, avec Maven ou autre chose, je peux faire Quarkus dev et je lance Quarkus en dev mode, donc le mode de développement qui va me fournir mon expérience de développement. Si je vais sur 80-80 et que je fais hello, évidemment, au miracle, j'ai hello Volcamp. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Ce qui est intéressant avec Quarkus, c'est que si je fais une modification ici, genre Volcamp avec des points d'interrogation, je reviens ici, j'ai pas eu besoin d'arrêter, recompiler, redéployer. Ça a été géré en fait par le dev mode automatiquement, il a fait tout ce travail. De la même manière, je peux activer les tests en continu. Alors je vais juste corriger parce que sinon ça va exploser. Donc là, je vais faire resume dans ma console. Et là, en fait, il a exécuté des tests automatiquement. J'avais 2 tests, il en a exécuté qu'un parce que j'avais déjà compilé avant, ce qui est ma faute. Mais concrètement, mes tests que je vais trouver ici, j'ai 2 tests. Alors celui-là, il est stupide, mais je vais vous montrer pourquoi il est stupide. Je peux faire mes tests et automatiquement, dès que je fais des modifs dans le code, il va retester. Donc ici, si je retourne dans mon endpoint et que je mets Volcamp comme ça, paf, ici il me dit il y a un problème parce que je voulais Volcamp et tu m'as mis Volcamp avec un point d'exclamation. Ok. Et si je corrige ici, il détecte le changement et là les tests passent. Ce qui est très intéressant dans les tests ici, c'est qu'il ne va pas juste détecter que le code a changé et réexécuter tous les tests, il va exécuter que les tests impactés par le changement. Donc ce que j'ai ici, avec un test qui n'a rien à voir avec la ressource HTTP que j'ai modifiée, bah en fait il ne l'a pas réexécuté, puisqu'il n'en a absolument pas besoin. Ce qui est intéressant aussi en développement, donc on a ce qu'on appelle la dev console. Alors j'espère que c'est pas trop petit, mais je zoomerai dans mon navigateur, ce qu'on appelle la dev UI. Alors la dev UI, c'est pas un gadget, c'est vraiment un truc qui est très utile parce qu'on voit toutes les extensions Quarkus qui sont utilisées par l'application. Et puis on peut voir des choses comme là les tests. On a des stats sur les tests, on voit ce qui est installé. On peut voir la configuration de l'application, enfin plein de choses très intéressantes. Je peux voir mes endpoints ici, donc il me dit là que j'ai Hello qui est disponible. Et puis on peut rajouter des choses à la volée. Par exemple, là si je vais sur le plus qui est en bas ici, si je me dis j'aimerais pour mon API avoir une spec OpenAPI avec Swagger, avec des choses comme ça, je cherche ici, alors il faut que je puisse taper voilà, OpenAPI. Donc là j'ai toutes les extensions disponibles. Je prends ici SmallRye OpenAPI, je vais l'ajouter. Donc là, il est en train de l'ajouter à mon projet. Il m'a ajouté ici un module qui s'appelle SmallRye OpenAPI. Je peux aller dans Swagger UI qui est intégré. Ici, ça va me donner donc tous mes endpoints de mon API REST. Et je peux, si j'ai envie, l'exécuter. Donc je peux faire get ici, je peux l'essayer, l'exécuter. J'espère que c'est assez gros et voir donc le résultat. Donc ça c'est très pratique et j'ai pas eu besoin de modifier. Donc il a modifié mon POM Maven, il m'a rajouté des choses à la volée. Ça a été détecté, pris en compte et c'est intégré. Donc ça c'est quand même plutôt sympa ce côté, j'ai pas besoin de recharger. Alors si je vous montre un vrai service avec du CRUD, parce qu'au départ on était venu pour ça.
Tac. On n'a rien vu. Donc, ce fameux CRUD. Alors, c'est assez simple. Dans Quarkus, donc on utilise des API qui sont connus, genre Jakarta, REST, Hibernate, etc. J'aurais pu faire mes produits directement avec Hibernate, ici. Et en fait, je les ai fait avec un truc qu'on a dans Quarkus qui s'appelle Panache. Alors Panache, c'est le pattern Active Record. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont fait du Ruby ou ça a été adopté ici dans d'autres langages ou frameworks. Mais ça permet d'avoir des choses. Dans beaucoup de cas, on fait notamment du CRUD, d'avoir des choses un petit peu plus simples avec Panache. Ça nous simplifie les choses. On dit qu'on a une entité, comme dans Hibernate. On dit qu'on a un nom, une description, et puis après on fait des méthodes avec, voilà, qui nous simplifient un peu la vie pour. Évidemment, je suis pas au bon endroit. Tag, delete, find, enfin voilà. On a plein de choses qui sont fournies par Panache pour nous simplifier l'écriture de nos entités. Donc là, je peux récupérer un produit par rapport à son nom. Si je vais sur review, c'est un peu la même chose. Une review, c'est une entité Panache avec des produits, un mapping many to one, une colonne rating, un commentaire, et puis là des méthodes pour chercher, avoir la moyenne des notes pour un produit donné. Donc ça, c'est avec une comment s'appelle une name query, donc que je définis ici par une notation, etc. Donc au niveau data, voilà, quelque chose qui est assez, c'est Hibernate, mais on peut le simplifier un tout petit peu avec Panache. Et puis après, au niveau des ressources, c'est du REST Easy, ou si vous faites du Spring, c'est à peu près les mêmes API, ça ressemble vraiment à ça. Vous prenez votre produit, product.listAll, enfin, pour récupérer tous les produits, etc., etc. Donc si je l'exécute, là il est en train de tourner. Si je fais 80-80 products, paf, je récupère mes produits dans ma base de données. Voilà. J'ai une API qui est assez complète. Si je vais dans ma console, ici avec Swagger et tout OpenAPI, je vois voilà, toute mon API HTTP qui est définie en Swagger que je peux récupérer. J'ai le schéma si je veux générer un client HTTP qui sait parler avec cette API, etc. etc. Donc ça, c'est assez fluide. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi là-dessus? Donc voilà, c'est du code. Voilà, pour une fois, je ne vous montre pas du réactif ou des choses un petit peu complexes. Là, c'est vraiment du code impératif, tout ce qui est le plus normal. Et donc Quarkus le fait naturellement avec un modèle de développement où on n'a pas de friction et on n'a pas besoin de recharger toutes les 2 minutes. Je peux lancer pareil mes tests ici. Si je fais resume, il va lancer des tests sur mes entités, il teste l'API, etc. Vous aurez accès au code pour le regarder tranquillement chez vous. Est-ce que vous avez noté quelque chose là-dedans de spécial? J'ai pas lancé de base de données. J'ai pas eu besoin de le faire. Parce que Quarkus a ce qu'on appelle des dev services. Et les dev services, en fait, c'est l'idée de se dire que ce soit pour les tests ou le mode de développement, si je fais quelque chose qui parle avec une base de données Postgres, parce que j'ai la dépendance sur Quarkus JDBC en PostgreSQL, bah en fait, il s'est dit, ok, je démarre un conteneur avec un Postgres pour le développement. Ce qui m'évite d'avoir un Docker Compose ou, je sais pas, ou des scripts à côté pour lancer la base de données. Tout ça est fait complètement pour moi. Et c'est quand même plutôt sympa. Et juste pour vous montrer qu'il y a 0 config là-dessus, si je vais dans mes application properties, voilà, j'ai pas eu à configurer ma BD ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vient avec des conventions par défaut, et le dev service le fait complètement pour moi. Donc ça, c'était un service CRUD, tout ce qu'il y a de plus simple. Logiquement, là, c'est des choses que on connaît tous et c'est assez simple. Alors après, je vais vous passer 3 autres projets pour vous montrer ce que Quarkus sait faire autour de ça, sur des choses encore qui sont familières. Par exemple, une CLI pour générer du trafic, pour générer des revues de produits. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire typiquement avec du Python ou des scripts en Bash ou je sais pas quoi. La CLI, c'est pas le terrain familier de Java, parce que Java, c'est un peu long à démarrer. Voilà. Mais vous allez voir qu'avec Quarkus, on peut faire de la CLI très facilement et c'est naturel. On peut se dire aussi, bon, ok, j'ai un service qui a des produits, des revues, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du Kafka au hasard?
Donc pour ça, je vais vous montrer comment on peut programmer ce genre de système où on pousse pour chaque nouvelle review, on va pousser des événements dans Kafka et puis les afficher dans un dashboard qui va être mis à jour à la volée. Et puis bien sûr, on est en 2025, il faut placer un LLM quelque part. Votre boss peut très bien vous avoir dit, bon, sur Amazon, j'ai des reviews, quand je vais sur un produit, pourquoi nous on n'aurait pas ça aussi? Donc je vais vous montrer comment utiliser un LLM dans Quarkus et en quoi c'est assez simple à faire. Alors, je dois changer de branche, tac. Donc git switch demo step 3. Ok. Comment ça marche? La CLI. Alors la CLI, c'est pas de la bidouille, pour le coup. Ce qui ne veut pas dire qu'à d'autres moments c'est de la bidouille. Mais voilà. Donc vous pourriez faire juste un main avec les arguments en ligne de commande. Il y a un projet qui est assez connu qui s'appelle Pico CLI, qu'on aime bien, qui permet de faire des CLI où on dit par exemple host. C'est une option, on a son nom, le nom du flag, sa description, une valeur par défaut, etc. Donc c'est assez connu. Et nous, dans Quarkus, on a un support pour ça. Alors, comment ça marche? Je vais d'abord vous montrer si je fais tourner la CLI. Donc là, je laisse tourner mon service de produit parce que j'en ai besoin. Et là, je vais faire Quarkus Dev aussi. Et le Dev Mode, il marche aussi pour de la CLI. Donc là, par exemple, je lui ai dit démarre avec les flags qui sont help. Et il m'a montré le help de ma CLI. Après, je peux changer mes arguments. Par exemple, je dis host, c'est localhost. Le port, c'est 8080. Et c'est parti. Il lance l'application. Et là, je génère des produits et je génère des reviews. Sur des produits complètement bidons avec un moment Chuck Norris qui doit apparaître quelque part. Donc, comment ça marche? C'est simple. En fait, c'est une espèce d'application. Donc voilà, je rentre là-dedans. Alors, j'utilise Vertex parce que d'abord j'aime Vertex et que Vertex est dans Quarkus. Et puis je vais faire des requêtes HTTP, donc je vais avoir des produits que je vais générer avec une bibliothèque qui s'appelle Faker qui vous permet de générer des produits, des livres, enfin tout ce qui vous plaît. Et puis après, pour mes produits, je vais générer donc des reviews en appelant faker.chucknorrisfact. Voilà. Donc je génère des reviews comme ça, I found it, quelque chose en adjectif. Et puis Chuck Norris qui va rajouter des choses. Donc ce que je vous montre là, c'est globalement une application Vertex emballée dans du Quarkus. Pareil, vous regarderez paisiblement chez vous, mais on a une expérience développeur pour faire de la CLI et ça marche très très bien. Pourquoi je vous montre la CLI? Parce qu'on peut aussi faire de la compilation native. Donc là, je l'ai compilé avant en natif, comme j'aurais pu faire en Go. Ou avec d'autres langages. Et voilà, ça me fait un exécutable natif qui fait son boulot, qui est une CLI. Pourquoi la CLI c'est intéressant avec Quarkus? Parce que vous pouvez réutiliser toutes les extensions de Quarkus dans votre CLI, ce qui est utile notamment quand on fait des opérateurs Kubernetes, quand on fait des choses un peu custom en intégration continue sur des pipelines de CI/CD. C'est très intéressant d'avoir de la CLI, où là, comme là, j'ai besoin d'utilitaires à droite à gauche, c'est quelque chose qui est intéressant. Et on a ce côté, je recharge en permanence ma CLI comme si c'était un service HTTP. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'autre truc que j'avais, c'était un dashboard avec du Kafka. Donc là, je dois encore changer de branche. Tac. Et c'est la dernière branche. Donc c'est pas ça. Là je fais tourner mon Quarkus pour mes produits. Avant d'aller dans le code, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc Quarkus Dev. Donc ici je vais changer parce que c'est sur le port 8081 et j'ai un dashboard qui tourne. Donc c'est juste une page HTML avec tout dedans. Il n'y a pas de React ou autre, mais on pourrait. Et puis, je vais lancer du coup ma CLI que j'avais ici. Paf, il génère des revues. Et normalement ici, j'ai les dernières revues qui apparaissent comme ça à la volée. Donc c'est des server sent events. Et quand j'ai une mauvaise revue, voilà, la dernière, elle apparaît en haut. Bref, elle apparaît ici. Et tout ça, ça passe par du Kafka. Alors,
comment ça fonctionne? Vous pourriez utiliser, si vous aviez envie, directement Kafka, enfin les bibliothèques clientes de Kafka. Nous, on a dans Quarkus un truc qui est très intéressant qui s'appelle Reactive Messaging. Donc je vais juste aller dans mon dashboard ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un modèle avec des annotations qui est un petit peu différent d'utiliser directement un client. Je vais dire sur le canal d'entrée qui s'appelle Incoming Reviews. Quand tu reçois une revue, alors je pourrais avoir un objet, là je prends JSON Object de Vertex parce que c'est une abstraction sur ce qui est du JSON, mais on peut avoir nos propres classes, aussi, nos propres entités, enfin ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Et puis là je vais juste le tracer et je le renvoie et ça repart sur un canal qui s'appelle Dispatch Review. Donc ici, en fait, il y a juste un tout petit peu de configuration avec... Ici, il faut dire que Incoming Reviews, c'est branché sur Kafka, sur un topic qui s'appelle New Reviews, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, il reçoit des messages, et il les renvoie, et ça part dans la ressource du dashboard. Donc côté dashboard, c'est le seul moment où je vous montre du réactif. C'est le seul moment où je le fais. Je matérialise mon canal avec un multi. Donc multi, c'est un stream d'événements, donc un stream de JSON Object. Et en server sent events, donc pour mon application web, elle va se brancher ici sur live ou sur bad reviews, peu importe, et elle reçoit les événements au fur et à mesure. Donc c'est un flux qui est connecté, qui est reconnecté à Kafka et qui pousse vers le navigateur. Évidemment, c'est bloquant, donc si on veut, on a l'intégration avec les virtual threads de Java 21 et plus, de manière à ne pas bloquer, et ça se mélange assez bien finalement avec du traitement Kafka. Et puis si je veux faire un flux où je détecte les mauvaises reviews, là je peux utiliser Mutiny, donc la bibliothèque de programmation réactive qui est intégrée dans Quarkus, pour faire quelque chose comme select where, comme du SQL un peu. C'est une API qui va ressembler un peu à ça. Donc je dis, je filtre en fait mes reviews, et si le rating est mauvais, donc 1 ou 0, à ce moment-là je la laisse passer, sinon je mets à la poubelle. Donc je prends un flux, je le transforme, et voilà, et voilà comment ça marche. Ce que je vous ai pas montré, alors oui, dans l'application du dashboard en web, c'est du server sent events, donc c'est event source, c'est une API que vous avez dans tous vos navigateurs pour les server sent events. Sinon, bien sûr, vous pouvez faire des WebSockets aussi, ça marche aussi. Mais là, vu que c'est juste le backend qui vous pousse les événements server sent events, ça suffit largement. Et dans mon application de départ qui était Products Rating, la seule chose qui a changé, c'est que quand j'ai une revue, donc il me faut ce qu'on appelle un émetteur qui est ici. Donc un émetteur vers New Reviews, donc un canal aussi. Et quand je reçois donc quand je viens de persister dans ma base une nouvelle review, je l'envoie dans Kafka et c'est fini. Donc voilà comment ça fonctionne. Tout ça, c'était possible aussi parce que j'ai des dev services. Donc, si je vais voir mes dev services ici, je vois en fait, donc ça c'est la partie extension, on voit plus rien, voilà, sur la partie messaging. Je vois finalement tous mes channels, sur quoi ils sont branchés. Donc, est-ce que c'est des channels en mémoire ou est-ce que c'est des channels qui sont branchés sur du Kafka ou de la MQP ou n'importe quoi. Tout ça est disponible ici. Et j'ai mes dev services. Et par défaut, mes dev services sont partagés entre les instances de Quarkus sur ma machine. Donc en termes d'expérience développeur, je peux démarrer plein de projets et naturellement ils vont communiquer entre eux parce qu'ils vont se partager ici un Kafka. Et j'ai pas besoin de configurer. J'ai pas besoin de dire ton Kafka c'est localhost, je sais pas quel port. Non, c'est automatique. Donc ça me simplifie beaucoup la vie. Pareil dans la dev UI. Si je veux au niveau de IDO Kafka. Ah voilà, Kafka Client. Donc il y a des choses qui sont cosmétiques, genre je peux voir mes topics, je peux voir ce qui traîne dans mes topics, mais je peux aussi, si j'ai envie, pour tester, je peux rajouter moi-même ici poster mes messages dans Kafka pour que ce soit chargé automatiquement. Donc encore une fois, tout ça c'est une expérience avec zéro config, et c'est un modèle de programmation qui est unifié, parce que je pourrais très bien avoir
du Reactive Messaging branché sur de la MQP, qui poste dans Kafka, donc un channel configuré pour être sur Kafka et poussé dans des WebSockets. Il n'y a aucun souci. C'est un modèle unifié, j'ai pas 40 API en fonction de quel connecteur je vais avoir. Et bien sûr, donc là j'ai fait des choses assez simples, mais si vous voulez configurer des choses comme des ACK, enfin des transactions, bien sûr, ça peut se faire aussi en annotation. La dernière chose que je devais vous montrer sur l'expérience développeur, c'était... alors lui, je vais le tuer. Non, c'est pas du je voulais tuer, c'est pas grave. Comme ça démarre vite, c'est pas un souci. J'ai pas fait exprès. Non, c'est vrai, en plus je l'ai pas calculé celui-là, je suis désolé. Alors, donc lui il est parti, ok. Je vais juste lancer ici mon Quarkus Dev avec mon application qui va me faire du résumé d'avis. Parce que votre boss, il a vu ça sur Amazon, il s'est dit c'est trop cool, pourquoi on n'a pas ça? Eh bien, pourquoi on n'a pas ça? Eh bien, c'est très simple. Vous avez ici, alors, du coup, il a plein de produits qui ont été générés, c'est pas ça que je veux. Donc, pour redémarrer, je fais S. Il redémarre, donc, du coup, à 0, en principe. Dans mes bases de produits, voilà, j'ai plus que tout ça. Et je fais, par exemple, ici, Buds. Donc, je tape Buds. Donc là, je récupère mes reviews sur Buds, qui vient, en fait, avec une requête REST sur mon back-end qui a les produits et les reviews. Et puis, pendant ce temps-là, parce que je suis en local, que ça va pas très vite, on n'est pas chez OpenAI ou Gemini ou je sais pas lequel, il est en train d'essayer de faire son boulot de LLM qui est de prendre du texte, rien comprendre et générer du texte. C'est à peu près ce qui se passe. Et donc là, je devrais avoir une review qui apparaît. Si mon prompt était bon, il ne mettra pas du JSON, parce que des fois il met du JSON. Voilà. Donc ici, il m'a dit les gamma buds, blablabla. Donc il a pris toutes les reviews et puis il a même aussi le rating. Alors le rating, la moyenne ici de 3, 4 sur 5, il est correct. Et c'est pas le LLM qui l'a calculé, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous pouvez faire aussi ce genre de choses comme ça. Alors, comment il fonctionne lui je l'ai appelé MidasTouch. Ne me demandez pas pourquoi. Comment ça marche? Alors, le endpoint HTTP. Je vais pas vous montrer mon code JavaScript, mais je trouve qu'il est assez joli. Non, c'est vrai, j'ai hésité à créer un framework en fait. La première chose, donc il me faut ce qu'on appelle le REST Client. REST Client, il fait des requêtes HTTP vers le back-end. Ça, j'en ai besoin. Et Summary Service, c'est mon service qui parle avec un LLM. J'ai besoin de ça. Le client REST et le LLM. Le client REST, ça utilise ce qu'on a, notre REST Client de MicroProfile. Voilà, c'est pas plus dur que ça, c'est une interface. Je dis vers quoi je tape, quelle méthode, etc., les paramètres et machin, et c'est tout. Au niveau de la config, il y a juste, ici, il faut lui dire qu'il doit taper sur localhost 8080 quand on est en mode développement. Ça, c'est pour me faciliter la vie. Si vous faites de la découverte côté client, on a ce qu'on appelle Stork pour découvrir où sont mes services, notamment en production. Donc du découverte côté client, on a ça aussi. Voilà mon back-end. Si je reviens sur la ressource, donc l'interface web que vous avez vue, elle tape sur All Reviews. Ça, c'est pour récupérer toutes les reviews qui étaient à gauche. Et puis, si on veut les reviews, un peu plus compliqué avec un résumé. Donc, il commence par récupérer un produit. Encore une fois, c'est du code que vous auriez pu écrire très naturellement. Il n'y a rien de réactif, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et puis, appeler le Summary Service pour avoir le résumé avec ou sans la moyenne. Donc, le Summary Service, il ressemble à ça. Donc là, vous voyez du magnifique prompting pour les LLM. Donc, vous dites que c'est un service AI. Moi, je dirais LLM plutôt. Vous avez le message système que vous lui envoyez à chaque fois. Et puis, vous avez vos méthodes. Ici, par exemple, Summarize. Vous pouvez voir que dedans, il y a du templating. Parce que mes reviews, je les passe dans une liste en fait en Markdown. Avec une boucle for. Donc, ça utilise Qt, qui est le moteur de template qui est intégré dans Quarkus. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est pas juste du texte, c'est votre texte et puis un template. Ça vous permet de faire des choses un peu plus sympas. Et quand on veut le résumer avec la moyenne, on utilise ce qu'on appelle une toolbox. Donc le but du jeu, de la toolbox, c'est de faire des appels. C'est que le LLM puisse vous appeler. C'est ce qui vient en fait de chez OpenAI, c'est de l'appel de fonction.
Donc là, vous dites, si on te demande à un moment dans le prompt comment s'appelle, la moyenne des avis sur un produit, bah, essaie de m'appeler ici, là, average rating, de manière à avoir une vraie info et non pas le LLM qui essaie de calculer une moyenne, où bien sûr il va se planter parce que c'est un LLM et c'est pas du tout son boulot. Et on peut vérifier que ça a été appelé. Alors c'est ici, voilà. On peut le voir ici parce qu'on a bien ici la petite trace que j'avais mis pour dire le LLM s'est servi de mon back-end pour avoir des infos en plus pour générer sa réponse. Et aussi ici, ce que je vous conseille de faire en mode développement, c'est d'activer la trace pour avoir en fait tout ce que fait le LLM dans les requêtes et les réponses. Ça permet de comprendre ce qui se passe parce que ça reste un truc complètement pifométrique, pas déterministe, le LLM. C'est mieux d'avoir des choses. Et sinon, expérience de développement, comment ça a marché? En fait, j'ai dit que là que je voulais Ollama, ça pourrait être OpenAPI, ça pourrait être ce que je veux. Et puis voilà, je trace en mode dev les requêtes, les réponses. En prod, vous les aurez jamais parce qu'il y a %dev qui est devant dans la configuration. Et donc encore une fois, voilà, il m'a lancé Ollama, j'ai rien eu à faire. Il a tout fait tout seul, il a préchargé le modèle sur mon GPU. Enfin voilà, c'était assez sympa. Ceci étant dit, voilà, je vous ai montré un peu rapidement l'expérience de développement parce que c'est une chose importante, faciliter le développement des services. Peut-être un jour, si je reviens faire un jog, je vous montrerai un plus doucement. En tout cas, vous avez les démos, vous pouvez voir un peu comment ça marche et en tout cas, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Maintenant, les gens dans votre boîte vont vous dire, c'est bien, mais pas suffisant. Ils vont vous dire, ok, c'est rigolo, ok, Quarkus c'est marrant, mais on va pas migrer de Spring au hasard à Quarkus parce que voilà, ça coûte cher, faut former les gens, et puis on s'en fout de gagner 100 millisecondes au démarrage de l'application, ça ne nous intéresse pas, ou 100 mégas de RAM, ça ne nous intéresse pas. Donc si vous avez cette excuse, alors déjà vous pouvez vous appuyer sur ce que disent des gens qui ont utilisé Quarkus. On va pas lire tout le texte, mais grosso modo, Vodafone, eux, ils disent 50% plus léger en mémoire. Logistic Monitor, ils disent moins de CPU, moins de mémoire. Bank Data, même chose. Le constat globalement, c'est moins de CPU. Et Quarkus peut traiter plus de requêtes pour la mémoire qui est donnée pour les ressources qui sont disponibles. C'est un peu le constat qui est fait par les gens qui vont utiliser Quarkus. Alors, avant de vous montrer des chiffres, ce qui va être marrant, quelle est la recette en fait de Quarkus? Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est les fondations de Quarkus qui sont basées sur Vertex. Donc c'est un cœur qui est réactif, mais vous, en bout de chaîne tout en haut, là, vous n'êtes pas obligé de faire du réactif. Vous pouvez faire comme on l'a fait, worker thread, donc du bloquant, de l'impératif classique. Ça marche très très bien. Si vous avez envie de tirer le max de le max de connexion concurrente par rapport à ce que vous avez, vous partez sur du réactif. C'est plus compliqué selon les projets, mais si c'est justifié, vous pouvez le faire. Vous avez moins de sauts de thread. Et puis, on supporte, on avait même publié un papier là-dessus, un papier de recherche, sur le support des virtual threads de Quarkus. Comment ça a été fait? C'est un espèce d'entre-deux entre le réactif, on est à fond, et les worker threads qui sont le mode un peu classique. Donc ça, c'est la première recette d'efficience. Si vous prenez Spring, il y a deux stacks. Donc si vous faites de l'impératif, c'est une stack qui est basée sur Tomcat et les servlets 2002, ou même avant. Ou alors, vous pouvez faire du réactif, mais c'est une stack qui est basée sur Netty, et c'est deux stacks différentes. Si vous cherchez à mélanger, ça va être un petit peu compliqué. Nous, on n'a qu'une stack qui fait tout. Et vous pouvez mélanger les modèles ensemble. La deuxième chose, c'est le travail qu'on fait juste après la compilation. Quand vous avez un framework classique Java, repensez à mon Kangourou de 2002, les serveurs d'application, ce que fait une application quand elle démarre, c'est qu'elle commence par se dire, bon alors, qu'est-ce que j'ai comme entité à mapper dans ma BD? Qu'est-ce que j'ai comme endpoints pour configurer mes serveurs HTTP? Est-ce que j'ai de la MQP, du Kafka? Elle doit découvrir en fait le modèle de configuration de l'application. Scanner des classes, le ClassPass pour voir les ressources, les fichiers de config, les annotations sur les classes. Ça prend du temps, au démarrage évidemment.
et ça prend de la mémoire, parce que tout le code qui a servi à charger, faire la découverte, c'est du code qui va rester jusqu'à la fin de vie du kangourou. Parce que ces classes qui ont été chargées, elles ne vont pas disparaître. D'accord ? Ça doit rester dans le processus. Nous, dans Quarkus, ce qu'on fait, c'est que tout ce travail-là, qui est au fond assez statique, on le fait après la compilation. Donc quand on démarre, on a directement tout le métamodèle de l'application. On sait qu'on va parler avec du Postgres, qu'on a des produits, une table produit, une table rating, tout ça on le sait déjà. Donc c'est déjà là au moment où on démarre, on n'a pas besoin de redécouvrir le monde. Et ça nous permet de gagner du temps et de la place. Alors, vous allez me dire, ouais, ok. On va comparer Spring et Quarkus sur une to-do app. Un truc vraiment très très basique. Et surtout, vous allez voir, ce qui est assez marrant, je trouve, c'est que c'est le même code. Mais vraiment le même. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, mes to-do apps, alors il me faut une BD, donc je vais faire Start Infra. Quand ça veut pas. Voilà, je démarre avec Podman une BD. Et je vais faire Just Run Start Spring JVM. Donc je vais démarrer mon application Spring, ici. Voilà. Alors, je fais exprès de sauter des lignes, je vais vous montrer pourquoi. Spring, il est content, il me dit j'ai démarré en 1,878 secondes. Donc vous vous dites, waouh, super, j'ai pas besoin de Quarkus. Je vais aller sur localhost. Sur le port 8080, j'ai ma to-do qui arrive. Voilà, j'ai ma to-do list, je fais hello, machin, enfin. Hello, ce sera mieux que L. Bref, j'ai mon application qui marche. Et là, en fait, vous vous dites, ah oui, mais en fait, il n'était pas prêt. Il a triché. Donc, il n'était pas vraiment initialisé. Il a démarré vite, mais il n'était pas prêt à traiter des requêtes HTTP. Ce qu'on peut faire, c'est on peut populate, on va faire localhost, on va mettre quelques éléments, paf. Et donc, j'ai ma to-do list qui est là. Ce qu'on peut faire, on peut faire la même chose avec Quarkus. Et ça va être start. Ah oui, non. Spring Quarkus, ça marche pas. Start Quarkus JVM. Voilà. Désolé. Voilà. Et donc, j'ai mon application Quarkus avec ma to-do list qui est là. En soi, c'est pas hyper passionnant, mais ce qu'il faut que je vous montre, c'est que c'est vraiment le même code. Je suis pas en train de comparer Spring et puis la même application écrite en Quarkus. C'est la même chose. Donc si je vais sur mes to-do apps, je vous montre du Spring. Voilà, j'ai un contrôleur. J'ai to-do qui est du Hibernate. J'utilise Spring, le JPA repository. Enfin, des choses que les gens sont habitués à faire en Spring. D'accord ? Même chose. Si je vais dans mon application Quarkus qui est au-dessus, qu'est-ce que j'ai ? Les mêmes classes. Avec du Spring. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on a des modules de compatibilité Spring. Donc on peut prendre du code Spring et l'exécuter dans Quarkus. C'est possible. Vous attendez pas à prendre n'importe quel code Spring et le mettre dans du Quarkus. Il y a plein de choses qu'on ne supporte pas, mais pour des cas de base, finalement, on a déjà pas mal de choses qui sont supportées et qui permettent de faire tourner l'application. Et si vous ne me croyez pas, j'ai un tell me the diff. Ça, c'est la différence entre les deux. C'est juste que dans Quarkus, on n'a pas besoin d'avoir un main avec Spring Application Run, mais c'est le même code entre les deux. Donc si je les compare, c'est relativement fair play, je pense. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer dans des slides quelques mesures préliminaires, notamment ce qu'on appelle le RSS. Donc c'est ce que le processus a utilisé réellement en mémoire. Alors, c'est rien du tout, c'est rien, hein. J'ai beaucoup mieux après. Donc j'ai exécuté mes applications JVM, donc c'est le même code avec des tailles de heap, donc de mémoire restreinte, 128 et 64. Donc grosso modo, ce que vous pouvez voir, c'est que bon, Spring prend un peu plus que Quarkus en RSS quand on les contraint à 128. Voilà, c'est pas dramatique non plus. La compilation native, bon, ça vaut pas trop le coup de la faire en Spring, même si c'est supporté, parce que quand on voit les chiffres, on se dit bon, voilà. Autant faire du Quarkus, on voit la différence. Spring, pas trop. Mais là où ça devient marrant, c'est que donc, quand je restreins mon heap dans ces ordres de grandeur-là et que je fais un test de charge, donc de débit, de requêtes par seconde,
On pourra discuter benchmarking après, parce que utilisez jamais JMeter ou des trucs comme ça, c'est très très mauvais. On obtient des choses beaucoup plus parlantes. On voit que dans cette configuration-là, Spring fait 29 000 sur ma machine, 12 000 en local sur un test de charge qui n'est pas non plus fou, hein. C'est 10 secondes avec 100 connexions concurrentes et 2 threads, donc c'est pas un truc exceptionnel, mais ça nous donne un ordre de grandeur si on devait dimensionner pour déployer dans du cloud. Si vous allez par exemple sur du EC2 Amazon, qu'est-ce que je dois choisir comme instance pour faire tourner correctement mon application Spring ou mon application Quarkus? Alors, pour reproduire des conditions à la EC2, d'abord, j'ai des images de conteneurs qui sont basées sur les images UBI de Red Hat. Pourquoi celles-là? Parce qu'elles sont taillées pour bien exécuter du Java dans OpenShift, et notamment parce que dans OpenShift, il y a beaucoup de gens qui font du Spring Boot, donc c'est complètement agnostique en fait de votre framework. Donc ça marche pour... ce sont des images qui sont taillées pour que justement la JVM ait les bons paramètres en mémoire. Encore une fois, je vous avais dit, la JVM, elle prend la place qu'on lui donne, et dans un conteneur, c'est pas toujours la bonne chose. Donc des images qui sont correctes, c'est pas une image random from OpenJDK, je sais pas quoi, sur Alpine. Et puis pour reproduire ces conditions, donc j'ai des pods avec Podman. Je vous recommande Podman pour jouer avec des conteneurs en local. Chaque pod va avoir son Postgres et son application de to-do list. Et je mets des requêtes dures, donc 2 gigas, pas 2 gigas, 2 virtual CPU, et puis 500 mégas pour Quarkus, et pour Spring, de ce que j'ai vu, je vais lui mettre un peu plus, je lui mets 2 gigas. Si je fais les benches, alors je vais pas avoir le temps, parce que je vais me faire tuer sinon si je déborde, mais vous avez les scripts, vous pouvez le reproduire. Ça donne ça. Donc, concrètement, donc sur un test de charge, on obtient un Quarkus, là, avec 500 mégas de RAM de virtual CPU, qui fait 40 000 requêtes secondes. Donc ça correspond à ce qui serait un T3 nano sur EC2. Pour faire tourner confortablement Spring, il faut passer sur un T3 small, donc 2 gigas et non pas 500 mégas. Et pour avoir la même qualité de service en termes de débit de requêtes par seconde, il faut en fait 2 instances. Ou alors, je ne sais pas multiplier par 2, mais il me semble que 17 000 x 2, on est presque à 40 000. On n'y est pas, mais on y est presque. Autre chose marrante dans les mesures, il y a des erreurs dans Spring, donc des erreurs de connexion parce qu'il n'arrive pas, au bout d'un moment, ça lui fait trop de requêtes. Donc il y a des erreurs au niveau réseau. Dans Quarkus, lui, il s'en fout. Je vous ai pas mis les mesures de latence, on peut en discuter après parce que ça se mesure de manière beaucoup plus subtile qu'un test de charge. Mais la latence est un peu plus compliquée à mesurer, il faut avoir la même charge des deux côtés, et puis bref, on pourra en discuter. Mais si on prend le coût, combien ça coûte au hasard sur EC2, mais ce serait pareil ailleurs, ça veut dire, ce qu'on retient de ça, c'est que c'est un ordre de grandeur de x10 entre faire tourner du Spring et faire tourner du Quarkus pour à peu près le même niveau de performance attendu. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de problème opérationnel à faire du Spring, restez sur Spring, hein, moi j'ai aucun souci avec ça. Par contre, je vous invite à considérer Quarkus et regarder si ça peut être intéressant en général, et notamment pour des services où vous avez des problèmes de perf, de latence, de coût et de charge. À vous de voir. Mais je trouve que le x10, il est quand même parlant. Et après, j'arrête d'essayer de vous convaincre. Si vous voulez voir des mesures, donc il y a les équipes de perf de Red Hat, donc c'est pas des consultants, c'est des ingénieurs. J'ai rien contre les consultants. Mais la perf, c'est un truc vraiment très très spécifique. Donc là, c'est des gens très sérieux, c'est pas mes chiffres. Eux, ils ont des choses encore plus marrantes. C'est le temps pour la première requête. Sur le débit, ce que je vous ai montré, alors eux, ils ont des choses encore plus violentes. 30 versus 6. 1000 requêtes secondes. C'est les gens notamment qui ont fait Hyperfoil, qui est un bon outil de mesure de perf, qui est correct et qui n'a pas certains défauts de JMeter et compagnie. Donc voilà, ça c'est des chiffres que vous pouvez tester, reproduire si vous avez un lab de perf chez vous. C'est relativement parlant. Et la métrique, c'est le débit par rapport à donc c'est requête seconde mégabit. Est-ce que j'utilise bien mes ressources avec mes services?
Si vous décidez de faire du Quarkus ou que ça vous intéresse, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. Du gRPC, pour les gens qui aiment faire du web, il y a Quinoa qui permet d'avoir du live reload avec du React ou des choses comme ça. Bundler si vous voulez pré-compiler vos sources JavaScript, etc., etc. Voilà, on a plein de choses. Keycloak, Mongo, Elastic, enfin bref. Observabilité, plein de trucs. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un +1. Enfin, vous pouvez faire un feedback. Je prends tous les feedbacks, même si ça vous a pas plu, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions sur Quarkus en général, ou sur comment faire des mesures, parce que là j'étais un petit peu vite, ou sur le code aussi, je pourrais vous montrer des choses. En tout cas, merci, et encore merci à Volcamp. Merci Julien. Une question? Ouah, la question tout au fond. C'est bon, c'est pour faire passer le fromage, ça. Impeccable. En fait, c'est pour préparer la truffade qui se met à courir. Ouais, c'est ça. Bonjour. 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 J'avais une question par rapport au niveau de compatibilité avec les dépendances Maven. Est-ce que là, actuellement, sur Quarkus, on a toutes les dépendances Maven qui sont présentes et utilisables? Oui. Alors, peut-être. Alors, ta question, c'est est-ce qu'on a toutes les dépendances Maven qui sont utilisables telles quelles dans Quarkus? C'est ça ta question? Oui, c'était ça. Est-ce qu'actuellement, toutes les dépendances Maven sont utilisables sur Quarkus? Parce que là, si on veut faire une migration d'une application, non pas en Hello World, mais une application qui utilise plein de dépendances Maven, des fois un peu exotiques ou qui sont en fin de maintenabilité, est-ce que ces dépendances un peu obsolètes, ils sont toujours présents sur... Donc, ma réponse, ça va être en général oui. Pourquoi je dis en général oui? Parce que quand tu fais tourner en mode JVM, tu peux prendre à peu près n'importe quelle bibliothèque, la consommer telle quelle. Après, si on veut une meilleure intégration dans Quarkus, tu peux développer ce qu'on appelle une extension qui aide Quarkus à intégrer ton code externe dans le cycle de vie du framework, que ce soit bien intégré. Il y a différents niveaux d'intégration, ça peut être des dev services, mais juste de base, tu peux prendre une bibliothèque, l'exécuter. Là où tu peux avoir un peu de boulot via une extension, c'est si tu voulais faire de la compilation native, parce que parfois ça compile pas bien en natif, et donc il faut aider le compilateur GraalVM, Mandrel, enfin peu importe comment il s'appelle, à comprendre ton application pour compiler en native et fermer l'ensemble de classes qu'on a pour faire du natif. Mais globalement, oui, tu peux prendre une lib lambda et l'intégrer. Dans les démos que j'ai, Faker, que j'ai utilisé pour générer les phrases avec Chuck Norris et compagnie, j'ai dû faire une extension juste pour la compilation native pour lui dire prends des fichiers qui sont dans le jar. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. En soi, c'est pas compliqué. Mais oui, on peut prendre en général, oui. Merci. Je crois que la truffade ou autre. Ah oui, merci. Il y a les lightning aussi, ouais, entre deux petits morceaux de pommes de terre fromage. Il faut consommer du lightning, très bon pour la digestion. Merci à tous. Merci.